Mesdames, Messieurs, bonsoir. Content de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue dans la page internationale au Grand Journal du 14h avec vous depuis la newsroom dans la capitale des grandes universités du monde. Boston, Massachusetts, Erlich Dorelas pour présenter la page internationale à Jacques Maël pour le Grand Journal, Chouanel François, Adassa Etienne, Rubans sur les manœuvres techniques. Bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna 102.3 FM à Jacques Maël. Vladimir Poutine, le président russe, était en réunion d'urgence hier du Conseil de sécurité sur les conséquences de l'attaque contre le pont de la Crimée. Écoutons le président russe Vladimir Poutine. La situation autour du pont de Crimée, vous savez que cette nuit, une nouvelle attaque à caractère terroriste a été effectuée contre le pont. 2 personnes sont mortes et leur enfant est blessé. Et je demande aux autorités régionales et fédérales d'apporter toute l'aide à ces victimes qui venaient de la région de Belgorod. Et je vous prie de prendre la situation sous un contrôle spécifique. La chaussée du pont a souffert lors de cette attaque et donc la circulation des trains et la circulation routière sont perturbées. Et je prie tous les services de l'État de s'informer et de me tenir informé de tout ce qui s'est passé. C'était le président russe Vladimir Poutine, le chef de l'ONU, déçu par le retrait de Moscou de l'accord céréalier de la mer Noire. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a exprimé sa déception quant au retrait de la Russie de l'accord céréalier de la mer Noire. Voici un reportage signé CGTN News. Depuis la signature de l'accord céréalier il y a 12 mois, plus de 32 millions de tonnes de denrées alimentaires ont quitté les ports ukrainiens en toute sécurité à destination de 45 pays. Selon les Nations Unies, plus de la moitié de ces céréales ont été acheminées vers les pays en développement, y compris l'aide destinée au programme alimentaire mondial. En décidant de mettre fin à l'initiative de la mer Noire, la Fédération de Russie a également mis fin à son engagement de faciliter l'exportation sans entrave de denrées alimentaires, d'huile de tournesol et d'engrais à partir des ports de la mer Noire contrôlés par l'Ukraine, comme l'indique le paragraphe 1 du mémorandum d'accord entre la Fédération de Russie et les Nations Unies. En fin de compte, la participation à ces accords est un choix. Cependant, les personnes qui luttent partout et les pays en développement n'ont pas le choix. S'adressant aux journalistes à New York, M. Guterres a déclaré qu'il avait essayé de débloquer certains des obstacles qui subsistaient dans le commerce extérieur des produits alimentaires et des engrais russes. Un point sur lequel le Kremlin a insisté à plusieurs reprises. Le secrétaire général indique qu'il a envoyé une lettre au président Vladimir Poutine expliquant comment il a négocié un accord pour reconnecter la banque agricole russe au réseau de paiement international SWIFT. L'accès de cette banque a été coupé par l'Union européenne en juin 2022 suite à ses opérations militaires spéciales en Ukraine. Je suis profondément déçu que mes propositions soient restées lettres mortes. La décision prise aujourd'hui par la Fédération de Russie portera un coup aux personnes dans le besoin partout dans le monde. Mais elle ne mettra pas fin à nos efforts visant à faciliter l'accès sans entrave aux marchés mondiaux pour les produits alimentaires et les engrais provenant à la fois de l'Ukraine et de la Fédération de Russie. La Turquie, qui a aidé l'ONU à négocier cet accord, espère pouvoir persuader le Kremlin d'y adhérer. Le ministère russe des Affaires étrangères a déclaré qu'il envisagerait de rejoindre l'accord céréalier s'il voyait des résultats concrets à ses demandes. Un Américain a franchi la frontière avec la Corée du Nord lors d'une visite dans la zone démilitarisée des MVD qui la sépare de son voisin du Sud. Il a apparemment été placé en état d'arrestation, a annoncé mardi l'ONU. Voici un reportage signé Euronews. Un Américain a franchi ce mardi la frontière avec la Corée du Nord. Il visitait la zone démilitarisée placée sous contrôle de l'ONU qui la sépare de la Corée du Sud. Il a aussitôt été placé sous arrestation. Selon la chaîne de télévision sud-coréenne SBS, l'homme qui a traversé la frontière serait un soldat de l'armée américaine. L'ONU a annoncé travailler avec ses homologues nord-coréens pour résoudre l'incident. Des centaines de touristes visitent chaque jour lors de voyages organisés la zone de sécurité commune située à l'intérieur de la zone démilitarisée. Cette zone sépare les deux Corées depuis la fin de la guerre il y a 70 ans. L'incident survient alors que les relations entre les deux Corées sont à l'un de leurs plus faibles niveaux.
La diplomatie est au point mort et le leader nord-coréen appelle à augmenter le développement des armes. De leur côté, Séoul et Washington ont augmenté leur coopération militaire en réponse aux tests de missiles nord-coréens. Nous irons au Kenya. Le Kenya comme prochain pays africain a adopté une loi anti-LGBT. Voici un reportage à signer Africa News. Le Kenya sera-t-il le prochain pays africain à adopter une loi anti-LGBT ? Après la ratification d'une loi anti-gay en Ouganda, l'attention s'est rapidement portée sur le Kenya, où un projet de loi similaire a récemment été soumis à l'examen du Parlement. La campagne anti-LGBT est menée par le député de l'opposition George Peter Kaluma, qui s'est rendu sur Twitter en avril dernier pour informer le monde qu'il avait présenté un projet de loi visant à criminaliser les activités LGBT dans son pays. Le projet de loi sur la protection de la famille a été présenté 2 mois après que la Cour suprême du Kenya a statué que les groupes LGBT étaient libres de former les associations de leur choix dans le pays. Pourtant, le projet de loi de M. Kaluma semble bénéficier du soutien de nombreux Kenyans, car comme l'Ouganda et la plupart des pays africains, le Kenya est une société conservatrice. Ses partisans affirment que le mode de vie de la communauté LGBT menace les valeurs traditionnelles. Certains critiques craignent que les derniers développements ne soient les signes révélateurs d'une possible chasse aux sorcières en opposition ouverte aux mœurs occidentales. Direction Israël. Israël connaît une nouvelle journée de mobilisation. En cause toujours le projet de réforme judiciaire qui secoue le pays depuis janvier. Après un vote au Parlement la semaine dernière, un nouveau vote se prépare pour consolider cette future loi très contestée. Voici un reportage à signer TV5 Monde. Une marée humaine qui remonte l'avenue principale de Tel Aviv au son des tambours et des klaxons. Des milliers de personnes rassemblées pour la 28e semaine consécutive tentent de convaincre les parlementaires réunis ce mardi à la Knesset pour une dernière journée de débat sur le projet de réforme judiciaire du gouvernement de Benyamin Netanyahou. Nous sommes des citoyens d'Israël. Nous avons servi dans l'armée et nous payons les impôts. Nous sommes ici pour dire au gouvernement israélien: plus vous insistez, plus nous résisterons. Nous disons non à la dictature. Cela ne passera pas. La semaine dernière, le Parlement israélien a approuvé en première lecture l'annulation de la possibilité pour le pouvoir judiciaire de se prononcer sur le caractère raisonnable des décisions du gouvernement. Un garde-fou indispensable pour protéger la démocratie du zèle des partis d'extrême droite et des formations ultra-orthodoxes, selon les manifestants. Une mesure dénoncée également devant la bourse de Tel Aviv. De nombreux entrepreneurs craignent que la réforme judiciaire n'impacte l'économie du pays. Notre économie et nos entreprises ne survivront pas sans démocratie, sans le libéralisme, l'égalité et la liberté pour tous les citoyens. Et c'est exactement ça que ce gouvernement essaie de nous prendre. À l'étranger aussi, les manœuvres du gouvernement israélien sont vivement critiquées, notamment par les États-Unis, qui avaient appelé Benyamin Netanyahou à trouver un compromis. C'est la fin de la page internationale pour aujourd'hui. Merci d'avoir été les nôtres. La production est signée Prod. Oui, pour présenter la page internationale, Erlich Dorelas pour le compte de la radio évangélique aux 102.3 FM à Jacmel. Et réalisation, c'est Télé Beltop. Couleur du temps pour aujourd'hui, Boston, 85 degrés Fahrenheit. Ah, il fait chaud, 29 degrés Celsius. Un ciel sans soleil. Le soleil va venir. Oui, le soleil est arrivé maintenant. À Jacmel, 89 degrés Fahrenheit, 32 degrés Celsius. Bonsoir Joannel, bonsoir Dassa Etienne, bonsoir Rubens, bonsoir aux auditeurs de la radio évangélique Hosanna, 102.3 FM à Jacmel. Passez un excellent mardi. Bonsoir, à demain. C'était la page internationale avec Erlich Dorelas.